Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on fait le point sur le dossier de la cimenterie Port-Daniel avec M. Gaétan Lelièvre, député de Gaspé et ministre des Régions. Moi, ce que j'entends comme message de la part des leaders municipaux, des leaders économiques de la MRC Rocher-Percé, mais aussi de la Baie des Chaleurs, c'est que les gens sont en faveur de ce projet-là. Du 18 au 20 octobre dernier, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec soulignait lors de son congrès annuel son 15e anniversaire. La Fédération est là pour favoriser le développement de ses membres, donc des TVC. Donc, peu importe les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, naturellement que si la Fédération, elle, peut les aider, les appuyer, même développer et le faire partager aux autres membres, bien évidemment que c'est notre rôle premier. On rencontre des représentants de l'Association des proches aidants du Rocher-Percé. Il y a des choses qu'il va falloir mettre en place pour soutenir la santé des proches aidants, parce que le risque, c'est de s'épuiser. La capsule divertissement avec Jocelyne Covier. On a tendance à chialer après l'hiver, tout ça, mais les gens qui vivent dans un climat assez plus monotone, disons-le, c'est assez stable, nous envient beaucoup. Et la capsule Plus on y pense avec M. Michel Fréchette. Une voie ferrée, un quai, un aéroport, une route s'observe dans son état général et son usage. Sans être des experts, nous pouvons savoir si les choses que nous voyons sont utiles et bien entretenues, comme effectivement nous sommes des bons pères de famille et que nous respectons nos propriétés. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Alors, cette semaine, on débute l'émission avec le dossier de la cimenterie de Port-Daniel. Le 13 octobre dernier, M. Gaétan Lelièvre, député de Gaspé et ministre des Régions, était de passage à Grande-Rivière. J'ai profité de l'occasion pour faire le point suite à la conférence de presse de la MRC du Rocher-Percé sur ce sujet. Oui, le dossier de la cimenterie méganiste, c'est un dossier qui, je pense, n'a jamais été aussi près d'une réalisation. C'est un dossier qui remonte à une vingtaine d'années et le promoteur actuel, là, bon, est quand même un promoteur québécois, c'est la famille Baudouin. Donc, c'est des gens qui sont reconnus au Québec pour leur sérieux. Donc, le dossier est très bien positionné. Sur le plan environnemental, le promoteur a expliqué son procédé. Il y a encore quelques informations qui sont manquantes au dossier. On sait que le ministère de l'Environnement a soumis 300 questions au promoteur au printemps. En juillet, le promoteur a répondu aux questions du gouvernement. Là, les réponses sont à l'étude au niveau du ministère de l'Environnement. Puis, mais ça va bien. Ça va bien. Sur le plan environnemental, c'est sûr que c'est un dossier où il y a des gens qui ont des préoccupations. C'est normal. C'est une grosse entreprise, une grosse industrie qui va générer, c'est bien sûr, des rejets dans l'environnement, c'est clair. Maintenant, moi, ce que j'entends comme message de la part des leaders municipaux, des leaders économiques de la MRC Rocher-Percé, mais aussi de la Baie des Chaleurs, c'est que les gens sont en faveur de ce projet-là. C'est sûr qu'il va y avoir des retombées économiques importantes pour la région, on en a besoin. Donc, il va falloir à un moment donné qu'on tranche en fonction de la volonté du milieu et bien sûr le respect des normes environnementales. Pour ce qui est de l'aspect financier, le gouvernement est interpellé pour être partenaire financier dans le dossier. C'est ma consoeur Hélène Zakaïb, ministre de l'Économie, qui est responsable de ce dossier-là. Je suis en contact avec elle régulièrement. Le dossier va bien. Il y a encore des négociations. Sur le plan financier, c'est bien sûr. On parle d'un projet de tout près d'1 milliard. C'est énorme comme projet. Donc, le dossier chemine bien. Puis, moi, je suis satisfait de la façon que le promoteur, oui, travaille le dossier. Il y a eu des rencontres publiques. Il y a une bonne collaboration, comme dit, entre le ministère de l'Environnement et le promoteur. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut quand même tenir compte de l'aspect environnemental. Aujourd'hui, on ne peut plus développer l'industrie sans tenir compte de la notion environnementale. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même aussi, je pense, être raisonnable dans les demandes. Puis, il faut analyser le projet en fonction des règles gouvernementales en vigueur, notamment sur le plan de l'environnement. Certaines personnes voudraient peut-être un BAP être plus sévère. Bon, moi je dis on doit appliquer la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Si le projet ne se qualifie pas pour un BAP, je pense que le promoteur a des droits, puis il faut les respecter aussi. Mais ça ne veut pas dire que, même en l'absence de BAP, que les plus hauts standards au niveau environnemental ne seront pas appliqués. Notre position, c'est de réaliser le projet si le promoteur décide d'aller de l'avant, mais dans le respect des normes les plus sévères au niveau environnemental. Et cette vision-là, elle est acceptée et partagée par le promoteur. La fin de semaine du 19 octobre dernier, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec fêtait son 15e anniversaire. La télévision communautaire de Grande-Rivière était sur place. Maryse Mauger nous a préparé le reportage qui suit.
C'était du 18 au 20 octobre dernier que se déroulait le 15e congrès annuel de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Le tout s'est déroulé à l'Hôtel Québec sous le thème « Tourner vers l'avenir ». Célébrant cette année son 15e anniversaire de fondation, l'événement revêtait un caractère particulier. Sylvain Casavant, directeur de la télévision Rive-Sud et président de la Fédération, estime en effet que ce 15e congrès vient souligner notre constance et notre envergure. Le slogan, toujours pour repositionner et réaffirmer les actions de la Fédération au service de votre avenir. On trouvait que c'était en tout point parce que c'est le rôle de la Fédération d'être au service de ses membres et de l'avenir parce qu'on espère évidemment d'être encore là dans 15 ans. La Fédération est là pour favoriser le développement de ses membres, donc des TVC. Donc, peu importe les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, naturellement que si la Fédération, elle, peut les aider, les appuyer, même développer et le faire partager aux autres membres, bien évidemment que c'est notre rôle premier de le faire, tout simplement. Donc, on est là, comme on est une association nationale, évidemment, toutes les actions qui seront faites par la Fédération, c'est pour favoriser et la pérennité de nos télévisions communautaires membres. Cet avenir flou, parce que je peux le décrire un peu comme ça, incertain d'une TVC, comment la Fédération peut... J'imagine qu'il faut comme un peu idéaliser, prendre de l'avance, on parle d'avenir. Comment on peut arriver à projeter avec cette partie qui est un peu floue, qu'on est dépendant des décisions gouvernementales, des bingos, de toutes sortes d'affaires. Voilà, c'est un peu ça ma question. Comment... Bien, en fait, tu as parfaitement raison dans la mesure où l'avenir, c'est-à-dire l'avenir, elle n'est pas certaine. C'est-à-dire vers quoi on va se diriger de façon systématique et de façon franche. L'avenir n'est pas tracé d'avance. Donc, il peut y avoir des impondérables qui, elles, vont intervenir sur cet avenir-là. Donc, ça, tu parlais d'activités d'autofinancement. Bien, ça, naturellement, on n'est pas devin. Donc, on ne peut pas deviner qu'est-ce qui va arriver, etc. Mais il faut s'assurer, en fait, les actions de la Fédération, c'est s'assurer le minimum pour que nos TVC peuvent, elles, survivre. Donc ça, mais bien évidemment, tu as parfaitement raison de dire que l'avenir est flou. Ça m'amène à ma dernière question. Ce que j'ai constaté dans mon expérience, c'est que les TVC sont face, j'appelle souvent ça David contre Goliath, face à l'empire du divertissement. Oui. Puis on dirait qu'on doit commencer à jouer sur la démarcation pour se faire valoir une validité sérieuse. Est-ce que la Fédération, j'imagine qu'elle est consciente de ça? J'appelle ça l'empire du divertissement, mais c'est des médias de masse qui font paraître, j'allais dire, à un certain niveau les télécommunautaires. Est-ce que ça peut faire partie d'une situation d'avenir que d'essayer de se trouver une place qui est comme tellement détachée? C'est des sorties parce qu'en jasant. Le positionnement de la télévision communautaire, elle n'est pas aussi bien encadrée. C'est-à-dire, pour reprendre ton exemple du flou, ce cadre-là est flou un peu. C'est-à-dire qu'on voit la démarcation, c'est-à-dire le cadre, mais encore là, c'est pas clair dans la mesure où le positionnement des télévisions, elle est pas... on la fait, parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux. Là, toi, tu parles, tu sais, là, de l'empire du divertissement, etc. Est-ce que... Parce que c'est des questions qu'on peut émettre, qu'on peut se poser à la Fédération, c'est est-ce qu'on ne devrait pas être un canal spécialisé? Il y a de plus en plus de canaux spécialisés. Donc, est-ce que le canal communautaire, lui, ne pourrait pas devenir un canal spécialisé? Parce qu'il faut comprendre que des fois aussi, en raison des réalités différentes des régions, là, il n'y a pas toujours le même impact. C'est-à-dire que nous, dans la grande région de Montréal, le divertissement, lui, nous fait mal, c'est-à-dire nous nuit sur l'impact qu'on voudrait avoir. Par contre, en région éloignée, comme c'est le seul média ou un des seuls médias, là, son impact est beaucoup plus fort que le nôtre. Donc là lui, n'a pas la même réalité que nous. Donc, c'est là aussi qu'il faut avoir une valeur commune pour tous nos membres. Et c'est là toujours que c'est pas toujours simple parce que chaque région a sa couleur bien distincte. Mais là, il faut toujours unifier. Le travail et le défi de la Fédération, c'est toujours faire en sorte qu'on parle pour la majorité de nos membres. Poursuivons avec Mathieu Fauché, conseiller au soutien à la concertation à la Fédération de télévision communautaire autonome du Québec. Après ce 15e congrès des TV communautaires du Québec autonome, selon toi, qu'est-ce qui en est ressorti en fin de semaine jusqu'à maintenant, là?
Je pense qu'il y a des bonnes discussions sur l'avenir qui se préparent, mais on ressent aussi, après ce 15 ans-là, toute la fierté qui anime les artisans, toute la volonté que ces bâtisseurs-là ont de voir leur télévision communautaire se projeter dans l'avenir, avoir une pérennité, que ce soit autant au niveau du financement que de la relève, mais aussi que des valeurs qui sont transmises par les télévisions communautaires, à savoir la liberté de s'exprimer, un accès à l'information locale et régionale qui est de plus en plus difficile à trouver, qui est de plus en plus diffus dans les grands médias. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Il ne faut pas perdre de vue que la télévision communautaire diffuse sur le canal communautaire qui se veut être un service public. Le canal communautaire appartient, comme son nom l'indique, aux communautés. Alors donc, c'est toute cette fierté-là et toute cette volonté-là que le canal communautaire demeure un instrument à la portée de tous. C'est encourageant pour la suite des choses. Moi, je suis très satisfait des discussions qui ressortent du Congrès cette année. Et on voulait avoir un petit peu le pouls d'une TVC qui est présente déjà depuis plusieurs années. Et avec ton expérience, la direction que nous aide à prendre aussi la Fédération, comment tu vois? Moi, ce que j'ai bien aimé aujourd'hui, c'est les discussions qu'on a eues. On a eu des ateliers cet après-midi qui nous ont ouvert sur toutes sortes de sujets que les gens voudraient parler. Ça fait longtemps qu'ils voulaient parler de ça parce que là, il faut commencer à parler d'avenir. On a parlé des 15 ans des TVC autonomes. Maintenant, il faut regarder pour les 15 prochaines années. Puis là, c'est un peu ça qu'on a commencé cet après-midi. Puis ce qui me réjouit, c'est de voir le nombre de jeunes qui sont ici, de nouveaux arrivants, des différentes télévisions communautaires, puis qui veulent travailler, en tout cas, qui me semble qu'ils veulent le faire. Et puis, on a un conseil d'administration qui est là, qui a pris en note tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Puis j'imagine qu'on va faire place à de belles choses dans la prochaine année, mais dans les prochaines années surtout, parce qu'on a beaucoup de travail à effectuer avec le CRTC, avec les câbles distributeurs, avec nos différents partenaires, que ce soit dans différents domaines. Alors, je pense que moi ça me réjouit de voir ce qui s'est passé cet après-midi. En soirée, les membres ont pu bénéficier d'un gala sous le thème de la célébration, ponctué de nombreuses surprises. Pour clôturer l'événement, le ministre de la Culture et des Communications du Québec, M. Maka Koto, est venu s'adresser aux membres dans le cadre d'un déjeuner-rencontre. Ce dernier a réaffirmé dans son allocution l'apport essentiel des télévisions communautaires autonomes dans le développement local, la diversité des voix, l'accès aux ondes publiques et l'émergence de la créativité. Voilà, ce fut le résumé du 15e Congrès des télévisions communautaires autonomes du Québec qui avait lieu du 18 au 20 octobre dernier à l'Hôtel Québec. Eh bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant dans les studios de la télévision communautaire de Grande-Rivière Madame Louisette Blondin, proche aidante, Madame Lise April, proche aidante, ainsi que Caroline April, qui bénéficie du service des proches aidants. Et ces gens-là sont associés à l'Association des proches aidants du Rocher-Percé. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Vous allez tous bien? Oui. Donc, le but de notre entrevue aujourd'hui, Madame Blondin, c'est de sensibiliser les gens à l'Association des proches aidants et en quoi ça consiste et quel genre de service vous offrez. D'accord. Si vous permettez, oui. J'aimerais vous remercier de nous permettre de faire connaître à la population l'existence de l'Association des proches aidants, les anges gardiens de la MRC du Rocher-Percé. On couvre le territoire de la MRC du Rocher-Percé et l'entrevue est d'autant plus pertinente qu'en ce moment, c'est-à-dire à partir du 3 novembre, en fait la semaine prochaine, c'est la Semaine nationale des proches aidants au Québec. Et cette semaine-là est chapeautée par le regroupement des aidants naturels du Québec, dont font partie 80 organismes dans 16 régions du Québec. Donc, ça sera bénéfique pour l'ensemble de la population d'en apprendre plus sur l'association et de surtout comprendre les enjeux auxquels l'association doit faire face. Donc, peut-être en débutant, un bref historique de l'association. Parfait. Alors, c'est tout simple. Le premier rendez-vous a eu lieu le 2 mars 2012 au Centre communautaire de Percé, l'Oasis. À ce moment-là, nous étions une dizaine de personnes et au fil des rencontres, on a pris conscience que nous étions plusieurs proches aidants dans notre milieu et que l'on vivait les mêmes réalités. Et de là, on s'est dit, ce serait important que l'on se forme une association
des proches aidants. Et on s'est nommé les anges gardiens parce que souvent, les personnes que l'on aide nous appellent « Ah, t'es mon ange gardien ». Et puis, terme très bien choisi, qui reflète bien la réalité. Effectivement. Ce que vous apportez aussi à ces personnes-là qui bénéficient du service. Oui. On discutait en préparation d'entrevue que c'était très pertinent peut-être de donner une définition de ce qu'est un proche aidant, parce que peut-être qu'il y a des gens actuellement qui pratiquent exactement cette fonction-là et qui n'en sont pas nécessairement conscients. Donc, Madame Lise, peut-être une courte définition de ce en quoi consiste cette mission. Alors, le proche aidant, c'est une personne qui aide un proche, le mot le dit, soit un mari, une femme, sa fille, son fils, ça peut même être un ami, pas besoin d'être 24 heures sur 24 présent. Mais parce que selon la personne aidée, ça peut être quelqu'un qui a une capacité soit physique ou autre, et puis qui est permanente ou temporaire. Ça peut être à la suite d'un accident ou quelque chose de temporaire. Mais c'est ça. Et puis, dans certains cas, c'est du 24 heures pour les aidants. Parce que ça demande, plus l'âge est avancé, naturellement, des personnes qui ont des maladies, ça demande plus de temps que quelqu'un qui s'occupe de quelqu'un qui a eu, je sais pas moi, un accident de voiture ou quelque chose. Ça couvre plusieurs aspects. Oui, ça peut être une personne, comme je vous dis, qui souffre de maladie, l'âge avancé, handicap, soit physique ou mental, ou des choses comme ça. Et pour la personne qui donne le service, ça devient quelque chose qui devient un peu comme une mission, parce qu'on n'est pas simplement l'ami de cette personne-là, on devient son aide tant au niveau psychologique et souvent physique. Oui. Puis il faut toujours leur remonter le moral, parce que des fois, ils deviennent comme... Ils dépriment souvent parce qu'il y en a surtout au point de vue des handicapés qui se rendent compte qu'ils sont handicapés puis qu'ils peuvent pas avoir la même vie qu'une personne normale, mettons. Alors, c'est beaucoup... Parce que l'aidante n'a plus de vie. Oui. Elle se livre, elle se donne un peu pour donner la chance à cette personne qui bénéficie de l'aide d'avoir une vie qui se rapproche le plus d'une vie normale et aussi offrir à cette personne-là une certaine, disons-le, une qualité de vie. Oui, c'est ça. Parce que dans certains cas, il faut faire la lecture pour les distraire. Il faut les distraire, hein, aux personnes qui sont habitées là, 24 heures sur 24. Il faut faire la lecture, il faut leur donner à manger, il faut faire leurs courses. Fait que c'est beaucoup de... Ça prend beaucoup de temps. Bien justement, donnons quelques exemples de ce en quoi peut consister une journée, disons-le, peut-être pas employer le mot travail, mais une journée d'encadrement d'une personne qui doit bénéficier du service. À quoi ça peut ressembler? Bien, les proches aidants doivent être multifonctionnels parce qu'il faut gérer les rendez-vous médicaux, il faut se rendre aussi avec la personne, il faut, comme je vous dis, faire les courses pour s'assurer que tout, au point de vue des vêtements, de la médicamentation, il faut aller chercher les médicaments, il faut leur donner les médicaments. Il faut gérer aussi, dans bien des cas, les argents au point de vue financier. Et puis, voir à ce que tout l'entretien, les réparations, si les personnes sont d'âge avancé, s'ils demeurent encore à domicile, il faut s'occuper de ça. Alors, accompagner la personne qui peut se déplacer dans des activités ou des réunions, quelque chose. Si ça lui tente d'aller au cinéma, mais qu'elle n'est pas capable d'y aller toute seule, il faut y aller avec. On réalise que ça couvre vraiment plusieurs aspects de la vie de la personne qui bénéficie du service. Puis on peut dire 100% des aspects au fond. C'est ça, parce qu'il faut leur donner comme une vie normale. Selon leur propre réalité particulière à chacun. C'est ça, justement. D'accord. Il y en a combien de ces proches aidants-là, alors où on se parle au Québec? Au Québec, croyez-le ou non, il y a 1 million de proches aidants. Bien, ça, c'est très impressionnant comme statistique. Oui, on ne soupçonnait pas ça parce qu'on n'en entendait pas beaucoup parler des proches aidants. Sauf que nous, lorsqu'on s'est rassemblés puis qu'on a commencé à se parler de ce qu'on vivait, on est allé voir aussi ce qui se faisait ailleurs. Alors, on est allé sur le site du Regroupement des aidants naturels du Québec.
dont 80 organismes font partie, comme je le mentionnais tout à l'heure. Et on s'est aperçu qu'il y a 1 million de proches aidants qui se dévouent régulièrement pour un membre de leur entourage. La plus grande majorité sont des femmes. Alors, selon l'Institut de la statistique, il y a près d'1 homme sur 4 et 1 femme sur 3 qui sont des proches aidants. La plupart des proches aidants assistent à un membre de la famille proche ou quelqu'un de leur entourage, que ça peut être un ami, un oncle, un voisin. Les hommes n'offrent pas le même genre de service que les femmes, bien évidemment. On n'a pas les mêmes habiletés, puis on a besoin des deux. La moitié des proches aidants consacrent plus de 4 heures par semaine de façon régulière à donner de l'aide à une personne qui en a besoin. Maintenant, selon le portrait diagnostique qui a été présenté à l'Appui, qui est un organisme pour les proches aidants, cet organisme-là a reçu une étude ou un rapport qui nous dit que à l'heure actuelle, dans la MRC de Rocher-Percé, il y a 1380 proches aidants. Ça, c'est encore une autre découverte pour nous. Puis, la population de notre MRC est la plus vieillissante. Alors, c'est dire que le rôle des proches aidants est essentiel et nécessaire. Et appelé à augmenter. Oui, est appelé à augmenter. Et puis, nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui spécifiquement, c'est de faire un appel à toute la population, aux organismes qui s'occupent des aînés ou des personnes en difficulté, afin qu'ils communiquent avec nous, parce qu'à l'heure actuelle, sur 1380, vous devinez bien, parce que de toute façon, notre association est jeune, elle est née le 21 mai 2013. Alors, ce qu'on veut, c'est que les gens qui sont autour de vous, que vous reconnaissez comme des proches aidants, leur donner nos coordonnées de façon à ce qu'ils communiquent avec l'association, parce que ça veut dire à ce moment-là que ces personnes-là sont encore isolées dans leur milieu, sont tout seuls, à bout de souffle et peut-être même en panne, si je dirais, parce que lorsqu'on est seul devant une situation comme celle-là, souvent ça génère du stress. Et de se rencontrer, ça permet me dire, comme on dit, de remonter le moral, puis de se déstresser parce qu'on se rend compte que la personne qui est à côté de nous a vit la même réalité. Alors, on partage et ça fait chaud au cœur, puis ça remonte le moral, ce genre de rencontre-là. Est-il vrai de dire que la majorité des gens qui pratiquent ce genre d'aide sont des bénévoles? Tous des bénévoles. Alors voilà une réalité qui est très importante de souligner. Donc souvent, ce sont des gens qui ont parlé d'une moyenne, pas une moyenne, mais de certaines statistiques qui disaient que ça pouvait être 4 heures par semaine. Mais entendons-nous, il y a des gens qui sont dans la situation que c'est 24 heures sur 24. Exact, dépendamment des besoins de la personne. Donc, il y a des gens qui sont obligés d'abandonner leur profession, leur travail de tous les jours pour prendre soin d'un être aimé par choix. On doit le dire, c'est par choix, par amour. Et puis, ça peut faire en sorte que cette personne-là, entre guillemets, hypothèque sa vie en tant que telle. Tout à fait. Il y a des répercussions sur la vie des proches aidants lorsqu'ils se consacrent à donner des soins et de l'aide à la personne qui en a besoin d'aide. Et ces répercussions-là sont souvent au niveau de la fatigue ou au niveau de l'isolement, au niveau de l'épuisement, que ce soit un épuisement moral ou un épuisement physique, parce qu'on est aux prises avec quelqu'un qui a besoin d'aide et on fonctionne avec 2 agendas régulièrement. C'est clair, tu as l'agenda de la personne aidée, tu as ton propre agenda, mais la majorité de ton agenda est consacrée à aider l'autre personne. À l'heure où on se parle, c'est quoi la réception du gouvernement par rapport aux proches aidants? J'imagine qu'un gouvernement est quand même conscient de l'atout que peut être les proches aidants pour, disons, soulager le système de la santé, de la façon avec laquelle il réalise ses différents objectifs. Là. Oui, et il y a eu ici une étude, je vous dirais, qui a été faite en 2010, qui est le portrait d'organismes communautaires des proches aidants du Québec, qui a été fait en collaboration avec le ministère de la Famille et des Aînés et le regroupement des aidants naturels du Québec. Et cette recherche-là fait des recommandations auprès du gouvernement dans le sens de dire il faut reconnaître le travail qui est réalisé par les organismes de proches aidants, parce que c'est ce qu'on appelle un travail invisible.
Voyez-vous? Et il n'y a aucune compensation financière qui est faite par le gouvernement, là, aucune. on se parle. Mais par contre, lorsqu'une personne est gardée à la maison, qu'elle n'est pas inscrite dans le système de santé actuel, veut pas, ça a une conséquence là, sur la gestion même du système de santé. Ça fait économiser des sommes importantes pour le gouvernement. Oui. Vous me donniez des chiffres très impressionnants en préparation d'entrevue, si vous voulez les partager. Effectivement, donc on est 1 million au Québec de proches aidants à l'heure actuelle. Et ce million de personnes-là, la valeur financière que cela représente au niveau du système de santé, c'est 5 milliards de dollars. C'est pas à négliger. Oui, donc on rapporte ça parce qu'on est des personnes ressources. Et j'entendais le ministre Hébert la semaine dernière, parce qu'il parlait de son assurance autonomie, ou de notre assurance autonomie, là, ça dépend de quel côté on regarde la chose. Et puis, il prévoyait reconnaître le statut, parce qu'à l'heure actuelle, nous n'avons aucun statut de reconnu. Et lui, il nous disait, bien maintenant, je vais reconnaître, ou nous allons reconnaître le statut des proches aidants comme étant des partenaires. Mais il n'est pas question de rémunérer ou de payer la personne qui est proche aidante. Donc là, à ce moment-là, il faut aller chercher notre financement ailleurs. Donc, c'est pour ça que la deuxième condition de cette étude-là est à l'effet d'obtenir du financement juste et nécessaire et récurrent, de façon à ce que les organisations de bénévoles comme nous et toutes les organisations au Québec de proches aidants ne s'épuisent pas en plus pour aller chercher du financement pour s'entraider. À défaut d'avoir un financement adéquat, il est très important que cette association-là puisse fonctionner, au moins pour donner un encadrement, créer une certaine solidarité et donner un encadrement psychologique aux gens. Hein? Oui, vous avez totalement raison. C'est la solidarité, effectivement, que l'on tisse entre nous dans l'association, puis auprès de d'autres organismes, c'est ce que l'on entend faire. C'est excessivement important parce que ça crée des liens et ces liens-là sont des liens affectifs parce que nous, on est touchés dans notre affectif envers la personne que l'on aide. Alors, c'est bon d'être ensemble, puis de s'appuyer et de s'entraider. Il ne faut pas oublier aussi la qualité des soins qui sont apportés par ces proches aidants-là, parce que veut pas, souvent les gens qui en bénéficient, ça va être un membre de la famille, un proche. Donc, veut pas, il y a un certain lien déjà d'établi. Et ces gens-là, la qualité de soins qu'ils ont, elle est irréprochable. Absolument. Même si c'est très demandant, parce qu'il y a peut-être des gens à la maison qui pourraient dire, ben, la personne qui est proche aidante, elle le fait par choix, donc qu'elle assume, et puis qu'elle arrête de se plaindre. Hein? Ça pourrait être aussi simple que ça comme logique, mais il faut comprendre que derrière tout ça, il y a une certaine volonté et que nous sommes tous des êtres humains avec nos propres limites. Et lorsqu'on se retrouve dans une situation de 4 heures par semaine, c'est peut-être plus facile à gérer qu'un 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Donc, s'il vous plaît, faisons un peu appel à notre sens de logique qu'on devrait avoir en tant qu'être humain et en tant que respect par rapport au service qui est donné à l'ensemble des bénéficiaires. L'impact de ce que l'on fait, en fait, de ce que l'on donne, c'est au niveau du système de santé de faire des économies. Ben oui. Et puis, le maintien à domicile de nos aînés, particulièrement de nos aînés. Oui. Et c'est ça la trame de fond à l'heure actuelle, c'est de maintenir l'aîné à domicile et qu'ils reçoivent les soins à domicile. Mais à domicile, la personne qui est en perte d'autonomie ou en perte de mobilité ou avec des problèmes cognitifs n'est pas capable de gérer toute seule ces soins-là à domicile. Donc, elle a besoin du proche aidant. Donc, à l'heure actuelle, on assume une fonction que le système n'assume pas. Donc, il faut voir ça comme une richesse. Ah oui, tout à fait. Donc, au gouvernement de simplement M. Hébert, simplement en reconnaissant que vous soyez des partenaires de première ligne, c'est déjà un grand pas. Oui, effectivement. Si on pouvait obtenir ça, là, bientôt, là, ce serait merveilleux parce qu'effectivement, le rôle de toutes les associations, lorsque l'on débute, c'est de faire connaître la réalité des proches aidants. C'est la première chose qu'on doit faire. Parce que les gens ne sont pas sensibilisés encore assez. Je parle de la population, je parle des organismes communautaires, des centres de santé, des points de service du CLSC. Il y a des choses qu'il va falloir mettre en place pour soutenir la santé des proches aidants, parce que le risque, c'est de s'épuiser. Donc, justement, en terminant, peut-être résumer le pourquoi de l'association, pourquoi elle est si importante. L'association est importante, c'est parce que ça nous permet de se regrouper
toutes les proches aidantes ensemble et les proches aidants, et puis d'échanger qu'est-ce qu'on vit. Et puis à ce moment-là, ben des fois, on s'aperçoit, ben oui, c'est pas si grave qu'est-ce que moi je vis. L'autre personne, elle vit plus de stress ou de difficultés que moi. Et puis c'est se donner des trucs, parce que des fois, une personne peut avoir du temps à elle parce qu'elle a certains petits trucs. Alors, on échange comme ça. Partager. Ça nous permet aussi de vivre des ateliers de ressourcement comme prendre soin de soi afin d'éviter l'épuisement, prendre soin de sa santé, apprendre à gérer son stress, prendre conscience de ses limites, savoir comment effectuer des déplacements sécuritaires, apprendre à communiquer avec des personnes ayant des troubles de la mémoire, des problèmes auditifs ou visuels, savoir comment adapter son comportement selon les problèmes de la personne, puis vivre des activités sociales réjouissantes, puis échanger à partir de thématiques concernant l'aspect financier, la pyramide des besoins, les soins à domicile par des... dans le futur, on voudrait bien faire venir des conférenciers pour expliquer les droits de ces personnes-là et nos droits à nous aussi pour s'en sortir un peu, là. Et puis, se faire connaître auprès des autres associations, puis mettre en contact les personnes avec des services, tant médicaux qu'autres, là, qui pourraient les aider dans tout ce qu'ils vivent. Donc, l'association devient un peu le phare là, qui éclaire en information l'ensemble des personnes qui vivent cette réalité-là. C'est ça. Ça devient la colonne vertébrale au niveau de la MRC. Oui. Puis il faut sensibiliser la population aussi, le milieu de la santé, de ce qu'un proche aidant a besoin. Et puis l'implication de ce rôle qui était très exigeant, faire connaître la valeur du travail invisible des proches aidants, défendre nos droits, nos conditions, obtenir des services de l'aide et des ressources humaines et financières, puis représenter les proches aidants auprès des différentes institutions, organismes et des élus, des différents paliers gouvernementaux pour les informer des besoins réels et quotidiens des proches aidants. Exemple, le répit serait très, très, très important. Voilà qui nous fait réaliser la tâche que l'ensemble des bénévoles qui siègent au conseil d'administration ont à relever. Et naturellement, pour offrir autant de services, c'est toujours un peu le nerf de la guerre pour l'ensemble des associations, c'est le financement. Et voilà. Donc, une superbe de belle activité qui s'en vient, si je ne me trompe pas. Ah, vous avez raison, Monsieur De Silva, vous avez raison. On aimerait inviter tout le monde, qu'il soit proche aidant ou pas. C'est pas nécessaire d'être un proche aidant. On peut être solidaire de la cause tout de même. Et voilà. Parce qu'il va y avoir un encamp le vendredi 8 novembre au pub de Pitt-Caribou à Percé. Et selon la formule, c'est un 5 à 7. Alors, c'est Mme Chloé Sainte-Marie qui a cédé des reproductions des œuvres de Gilles Carle. Elle les a cédées au CLSC dans le cadre de l'exposition parce que c'est lui. Et il faut remarquer que le CLD fait preuve d'innovation en associant un projet culturel et une cause sociale dont l'enjeu est de la plus haute importance, à savoir la réalité des proches aidants. Donc, l'encamp va vous permettre d'acquérir des petits trésors de reproduction, puis il y en a pour toutes les bourses, comme on peut dire, pour les personnes qui ont des moyens plus élevés ou moins élevés, ou tout simplement... comme on dit... Selon toutes les bourses. Oui, c'est ça, exactement. L'encamp, il faut faire attention parce que premier arrivé, premier à choisir. Ah bon? Premier à choisir. Maintenant, c'est de l'argent comptant seulement qui est accepté parce que c'est une opération qui se fait de façon amicale, si on peut dire. Et 100% des recettes, c'est là le nerf de la guerre, 100% des recettes de l'encamp seront remises à l'Association des proches aidants des Anges gardiens, la MRC de Rocher-Percé. C'est pas rien. Il va y avoir aussi la vente de billets selon la formule moitié-moitié. Alors, plus on va vendre de billets, plus celui qui va gagner va avoir de sous. Et aussi également l'association. Et puis, on a des macarons aussi à vendre pour, évidemment, se faire connaître et financer nos activités. Pas cher, juste 3 $. On a toujours ça dans le fond d'une poche, un 3 $.
Et puis, on invite toute la population à venir s'amuser chez Pete Caribou pour contribuer à une bonne cause. L'ambiance va être festive et chaleureuse. On prend une petite bière ensemble, on se rencontre, on jase, on échange des informations. Et ce que j'aimerais dire aux gens, c'est qu'être une personne aidante, c'est avant tout donner au suivant avec son cœur et avec son dévouement. Alors, votre présence, toutes les personnes qui vont venir à l'encan, toutes les personnes, sachez que votre geste est un geste d'encouragement et de soutien financier à l'association. Et puis, vous connaissez la chaîne Donner au suivant? Alors, on vous demande de participer à la chaîne Donner au suivant. Et le suivant, bien, c'est le prochain aidant. Alors, voilà une superbe belle occasion. On rappelle, vendredi, le 8 novembre, à la brasserie Pete Caribou à Percé, formule 5 à 7. Alors, c'est un rendez-vous pour toute la population pour être solidaire de l'Association des proches aidants du Rocher-Percé, les Anges Gardiens. Et avant de terminer, moi, je pense que ça vaudrait la peine de souligner la présence de Mme Caroline, qui est ici avec nous aujourd'hui à l'intérieur de cette entrevue. Oui? Bonjour. Et puis moi, ce que j'aimerais souligner de Mme Caroline, c'est qu'on voit que Mme Caroline a le sourire au niveau de son visage. Et elle est bénéficiaire. Ici, on a Madame, vous êtes sa maman. Sa mère. Et vous donnez beaucoup de votre temps, de votre vie pour apporter une qualité de vie à Madame Caroline. Donc, merci Caroline d'avoir participé avec nous à l'émission d'aujourd'hui. Bon, ben c'est très bien. Donc, je vous salue à tous et surtout, disons-nous tout de suite que nous allons garder le contact. Et si jamais il y a des développements ou des activités dont on se doit de faire la promotion, on aura toujours le plaisir de pouvoir se rencontrer dans une entrevue future. Ah, merci beaucoup. Merci c'est très beaucoup. apprécié. Bien, merci de votre visite et au plaisir de se revoir. Au revoir. Merci. À bientôt. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement. Toujours en notre compagnie, comme réalisatrice et animatrice et recherchiste de cette capsule, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Là, cette semaine, on va parler de l'automne. Bien, on est en plein dedans, comme on dit, là. On va parler des saisons. Exactement, On va essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Il faut comprendre comment ça marche. C'est important dans la vie. Ah, bien là, je crois que je vais ressortir de cette capsule beaucoup plus instruit. Alors, c'est ça, j'ai fait des petites recherches pour trouver des faits intéressants sur l'automne. Et pour commencer, pourquoi on a les saisons, justement? Pourquoi ça change? Parce qu'il y a des endroits, par exemple, dans le côté de l'équateur, ils n'ont pas la chance d'avoir les saisons comme nous, des saisons très marquées. Ça, souvent, on l'oublie, hein? On est privilégié d'avoir 4 saisons. On a tendance à chialer après l'hiver et tout ça, mais les gens qui vivent dans un climat assez plus monotone, disons-le, que c'est assez stable, nous envient beaucoup. Donc, pourquoi les saisons? C'est qu'en fait, la Terre n'est pas totalement droite sur son axe, elle est un peu inclinée. Les gens voient une image là. Donc, les rayons du soleil, lorsqu'ils se rendent vers la Terre, ils vont frapper la Terre pas toujours de la même façon, pas toujours de façon efficace. Ce qui fait que lorsque les rayons frappent la Terre de façon plus droite, si on veut, ça va être l'été. Puis, donc, on voit sur l'autre image. Donc, lorsque le soleil frappe la Terre de façon plus perpendiculaire, ça va être l'été dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, ça va être l'hiver. Donc, les saisons sont toujours inversées. Et de même, si c'est l'automne ici, dans l'hémisphère sud, ça va être le printemps. Donc, ce qui fait les saisons, justement, c'est le fait que la Terre est inclinée sur son axe. Ça va faire aussi que le soleil va monter moins haut dans le ciel. Vous avez sûrement remarqué, par exemple, l'hiver, il monte moins haut. Les journées sont plus courtes. On a moins d'heures d'ensoleillement. C'est que tout ça contribue au fait que la Terre reçoit beaucoup moins de chaleur. Puis ça va faire le cycle des saisons. Donc, certaines personnes étaient portées à penser, moi j'ai entendu ce discours-là, des fois que c'était par rapport à la distance de la Terre au Soleil et non pas au niveau du reflet des rayons en tant que tel. La majorité des gens, en fait, pensent que c'est le fait que la Terre serait plus proche du Soleil. Non, c'est vraiment l'axe. Parce que si la Terre n'avait pas justement ce plan incliné-là, on n'aurait pas les saisons comme on les connaît aujourd'hui. C'est vraiment plus le fait que le soleil frappe de cette façon ou de cette façon qui va faire toute la différence dans le climat de la Terre. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. Alors ça c'est pour expliquer pourquoi il y a les saisons.
Maintenant, un autre point par rapport à l'automne, on parle souvent des aurores boréales au niveau de l'automne. On dit qu'ils sont plus fréquents. En fait, les aurores boréales sont fréquentes toute l'année. On voit un très bel exemple maintenant à l'écran. C'est fréquent toute l'année. La seule différence, c'est que l'automne et l'hiver, les nuits sont plus longues. Bien, c'est de toute beauté. Donc, on va les voir, on les voit plus facilement. Parce que l'été, le ciel commence à être très sombre, peut-être des fois à 11 h, minuit, puis souvent les gens sont couchés. Tandis que l'hiver, par exemple, à 6 h, on a souvent un ciel totalement noir, ce qui fait qu'on les voit. Donc, c'est juste ça, c'est pas le fait que l'automne, les aurores sont plus fréquents. Puis en fait, les aurores boréales, c'est un cycle de 11 ans en général, ce qui fait que le Soleil, à ce fameux cycle-là, il y a des espèces de pics maximum. À chaque 11 ans, il y a une espèce de maximum qu'on va voir beaucoup d'aurores boréales, puis le reste du cycle, c'est de moins en moins fréquent. Là, en ce moment, à l'automne 2013, on est dans un pic maximum. Donc, si vous voulez voir des aurores boréales, c'est le temps. Parce que depuis, je dirais, peut-être une couple de mois, j'en ai vu à quelques reprises. Ah oui? Oui. Puis, il y a plusieurs sites web qui existent pour, justement, de météo solaire. Ce que ça dit, c'est, par exemple, s'il y a une grosse tempête sur le Soleil, qu'il y a des éruptions solaires, on peut savoir que, par exemple, dans, je ne sais pas, 12 heures plus tard, cette éruption solaire-là va frapper la Terre et produire des aurores boréales. Ce que vous voyez en ce moment, c'est justement une aurore boréale que j'ai photographiée, c'est l'année passée en novembre. Ah oui? Ouais, c'est moi qu'on voit devant, c'est parce que j'avais l'appareil sur un trépied que j'avais programmé pour photographier tout seul, puis j'étais en avant. Ah, toi aussi, tu fais de la caméra trépied? Oui. On en a, nous autres aussi, des choses qui sont filmées comme ça à TVCGR. Bien, c'est ça. Alors, pour un petit truc pour les gens, si vous voulez photographier des aurores, là, un trépied. Je vois mon régisseur en train de rire. Ça a été pris où, cette photo-là, Jocelyne? Juste à côté de chez nous. Ben non, ouais. C'est spécial. Il faut ajuster le Kodak d'une certaine manière. Oui, hein? oui, il faut un temps d'exposition qui est long. Aurore boréale? Le mien n'a pas cette fonction-là. Okay. Mais par contre, il y a une fonction de nuit qui fait la job, comme on dit. Bon. Mais maintenant, avec les appareils numériques, c'est accessible à tout le monde de photographier des photos de nuit, des très belles photos de nuit. Ce qu'il faut retenir, c'est des temps d'exposition plus longs. C'est pour ça qu'il y a un trépied. Mais c'est vraiment... Parce que l'appareil reste ouvert longtemps. Si vous l'avez dans vos mains, veut pas, vous bougez, même si c'est juste un peu. Je devine que c'était un peu tard à l'automne. Il n'y avait pas de neige encore, mais on voit C'est au mois de novembre. Mois de novembre? Oui, c'est au mois de novembre. On a dit qu'on a de la neige qu'au mois de décembre, des fois après Noël. Oh oui, le climat a vraiment changé. Ouais. Donc, surveillez le ciel là, cet automne, cet hiver, parce que vous devriez en voir. Puis, généralement, on regarde vers le nord. Ça, c'est une aurore boréale vue de la station spatiale. C'est de ça que ça a l'air vu d'en haut. C'est tout aussi beau. Donc, j'invite les gens justement à aller sur Internet. Il y a des sites web qui existent et vous allez pouvoir savoir les tempêtes solaires et prévoir un petit peu d'avance quand il y a des aurores boréales, surveiller le ciel. Bien, merci pour l'information. On va pouvoir dire qu'on va être à la file pointe de cette information-là cet automne. Je ne savais pas que c'est quand même spécial qu'on tombe dans l'année de pic. Oui, bien moi, je surveille ça parce que j'aime en photographier, puis j'avais donc hâte que ce soit le pic. Parce qu'il y a des années, tu peux passer quasiment l'année dehors, puis tu n'en vois pas. Parce qu'il faut dire que si on serait au niveau, dans les latitudes plus au nord, par exemple, si on serait au Nunavut, on en verrait assez régulièrement, mais là, on est quand même au sud. Donc, on voit seulement les aurores qui sont tellement intenses que ça descend vers le sud, et parfois, ça descend jusqu'aux États-Unis, pour vous donner une idée à quel point ça peut être intense. Et toi qui aimes tellement dormir la nuit, ça doit être un passe-temps qui est agréable pour toi. Ah, c'est ça. Moi, j'adore. Quand j'en vois, je suis dehors. C'est 3 heures du matin. Maintenant, nos sujets, pourquoi on change l'heure? Moi, je retiens jamais. On avance-tu, on recule-tu, c'est quand? Donc, en fait, ça a changé depuis 2006. Là, ce que vous voyez, c'est les fuseaux horaires d'hiver. Donc, là, on va changer l'heure. C'est le 3 novembre. Ça a changé. Je ne sais pas si les gens se sont rendus compte, mais en fait, le Canada et les États-Unis ont décidé de prolonger l'heure d'été de 4 semaines. Donc, on avance l'heure. Maintenant, c'est le 2e dimanche de mars. Puis, on va reculer l'heure le 1er dimanche de novembre. Donc, ça sert à quoi lorsqu'on recule l'heure? C'est que durant l'été, on avance l'heure pour économiser d'électricité, du chauffage, etc. Puis, lorsqu'on arrive juste avant l'hiver, bien, on recule l'heure pour revenir à l'heure normale, si on veut, qui avait cours avant qu'on la change juste avant l'été. Pourquoi on fait ça? Comme je le disais, c'est pour économiser d'électricité.
Mais il y a des gens qui disent « Ouais, mais ça marche plus ou moins parce qu'on ne sauve pas en climatisation, etc. » Mais ça fait longtemps, c'est depuis 1916. En fait, qu'en Allemagne, on a décidé de changer l'heure. Maintenant, il y a 70 pays qui changent l'heure. Au Canada, c'est en 1963 que ça a été uniformisé. Il y a même une période que la Gaspésie, on n'était pas en même phase que le reste du Québec. Ben oui. Même ça a créé certaines tensions au niveau des commerçants et puis des gens qui trouvaient que lorsqu'ils arrivaient à la maison, on faisait de jeux noirs, des choses comme ça. Oui, puis on en entendait parler. Même récemment, on voulait à un moment donné que la Gaspésie passe à l'heure des Maritimes. Parce que oui, c'est sûr si vous regardez le bulletin de nouvelles à TVA, puis il fait noir ici, puis là-bas, il fait clair, c'est qu'il y a quand même une différence. Donc, c'est quand même... c'est ça, c'est que depuis 2006, on a décidé de rallonger l'heure d'été de 4 semaines. Mais il y a toujours des débats, est-ce que c'est nécessaire encore de le faire? Donc, c'est la raison pourquoi on change l'heure, pour économiser l'électricité, théoriquement. Maintenant, je parle de l'hibernation et de l'hivernation. C'est quelque chose qui se passe l'automne. Vous remarquez sûrement des ratons laveurs, des moufettes qui se promènent particulièrement l'automne. Là, tu viens de me rappeler un mauvais souvenir, là, Jocelyne. M'est arrivé une aventure la semaine dernière avec mon chien. Ah, c'est ça, je m'avais dit, sûrement ton chien est impliqué. Oui, mon chien est impliqué. Puis j'ai dû me payer un bel arrosage. Quelle aventure! On va clore le dossier tout de suite. Mais une petite parenthèse sur les moufettes, parce que nous, on a déjà une moufette comme animal de compagnie. Elle était opérée, puis on a longtemps nourri des moufettes. Puis ça arrose vraiment pas pour rien. Ça avertit. Bon. Donc, si vous voyez une moufette devant vous, si vous la coincez dans un coin, je sais pas, elle rentre dans votre cuisine, puis vous la coincez dans le coin, oui, vous risquez de vous faire arroser. Sinon, c'est un animal qui a tendance à s'enfuir. Donc, généralement... Mon chien courait après, il l'a chassé, lui, carrément. Là. Un chien ou un chat, parfois, c'est ça. Puis mon chien, lui... il dépasse ses limites. À la beau pisser, lui, ça ne le dérange pas du tout. Il y a des chiens qui ne comprennent pas et année après année vont aller vers la moufette. Puis je peux te dire que ça donne une odeur automnale. Voilà, une autre. Ouais. Tout à fait particulière. C'est assez tenace. Puis, ça sent... non, c'est incroyable. Mais pour ce qui est de l'humain, c'est très rare que les gens vont se faire arroser. Puis la moufette, elle va avertir, elle va se reculer. Ouais. Puis elle va sauter avec ses pattes d'en avant. Parce que nous, on les nourrissait. Puis des fois, il y avait des chats qui venaient s'en mêler. Donc, on la voyait faire. Puis elle avertit plusieurs fois. Parce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'elle arrose... Ouais. Après ça, elle ne peut plus arroser pendant un certain moment parce que c'est une espèce de soupe. De soupe, de liquide, qui mûrit pendant longtemps parce que pour sentir comme ça voilà, tu viens d'expliquer la physiologie des moufettes. Je l'ai deviné tout seul. Donc, si la moufette s'amuse à vous arroser pour rien, mais qu'après elle rencontre un ours, elle a des problèmes. Donc, elle ne va pas vous arroser pour rien, à moins que vous la coincez ou à moins que vous êtes un chat et un chien qui volaient sa nourriture ou bien la courir ou bien peu importe. Non. Puis, est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi elles sont beaucoup plus actives l'automne? Bien, justement, parce qu'elles font leur réserve. Autant les ratons laveurs que les moufettes vont faire leur réserve. Puis c'est une question de survie parce que s'ils ne mangent pas assez, ils ne vont pas survivre à l'hiver. Okay, carrément, parce que c'est ça, je voulais faire l'explication entre hiberner... C'est de ma faute, j'ai dérapé, je m'excuse. Ah non, mais ça fait partie. J'étais contente de faire une parenthèse sur les moufettes parce que c'est un animal mal aimé que j'adore et les gens en ont peur souvent pour rien. C'est assez peureux. Donc, justement, je vais faire la différence entre hiberner et hiverner. Donc, hiberner, c'est des animaux, c'est des insectes qui vont être dans un état, on en voit un exemple, les porcs-épics, dans un état totalement léthargique d'engourdissement. La respiration va fonctionner, mais la température descend de beaucoup et il y a des zones du cerveau totalement inactives. Donc, c'est ça qu'on voit actuellement. Il y a les marmottes, les chauves-souris, les hérissons, les grenouilles, les lézards, les souris, les castors, pour en nommer quelques-uns, qui vont hiberner. Donc, c'est ça qu'on voit à l'écran. Là, ce qu'on voit, c'est un ours. Lui, il hiberne pas, il hiverne. Donc, la nuance est importante. Un animal qui va hiverner, il va somnoler, il va être un peu endormi, mais il va rester actif. Son cerveau va rester actif et il peut même se déplacer. Par exemple, un ours, vous pouvez en voir un durant l'hiver qui va aller se nourrir. La même chose pour les moufettes et les ratons laveurs qui vont hiverner. Donc, généralement, ils vont rester endormis une bonne partie de l'hiver, mais ils peuvent se déplacer.
Contrairement aux premiers animaux qu'on a vus, que eux carrément là, sont knock-out, là, sont assommés pour l'hiver puis ne se réveillent pas. Bon. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est des tanières. On avait vu les ours, et là, c'est un ours polaire. Et il y a les bébés sont vraiment dans une chambre à part. Ça, je ne savais pas ça. Là. Je l'ai vu en faisant la recherche. Intéressant. Oui. Une petite parenthèse sur les humains. Souvent, les gens vont dire que... Les politiciens hivernent. Ben oui, c'est une expression qu'on utilise pour beaucoup de choses, hein, mais les gens souvent vont dire, ben à minute que l'automne approche ou l'hiver, j'ai juste envie de dormir, mais oui, c'est un fait, c'est physiologique. Ah oui? C'est qu'en fait, dès que la température diminue, on dort plus longtemps. Bon. C'est vraiment, c'est biologique avec l'humain. Puis aussi, c'est que la lumière diminue plus rapidement. Il va faire noir, je ne sais pas, 6-7 heures. Ça va nous porter à dormir encore plus. Et sans compter que beaucoup de gens souffrent de dépression hivernale. Ça existe vraiment. Donc, ça aussi, ça porte à plus dormir. Puis ça, une parenthèse, c'est que il y a des traitements avec la luminothérapie. Ça se vend même en pharmacie. Puis on m'a dit que ça fonctionnait. En tout cas, du moins pour certaines personnes, là, ça a l'air que c'est efficace. Donc, simplement de s'exposer à ce type de lumière. Oui, je pense qu'on s'expose quelques minutes à chaque jour. Puis ça a l'air que ça fonctionne. Ça fait un équilibre, oui, c'est ça? Ça fait un équilibre, donc ça vaut la peine d'essayer. Bon. Maintenant, un autre petit point sur l'automne, je continue avec pourquoi les feuilles changent de couleur. Donc, c'est une des plus belles choses d'automne. On voit ici un très beau paysage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les feuilles, il y a la chlorophylle qui donne un pigment vert. Donc, la chlorophylle, elle absorbe les rayons du soleil et donne de la nourriture aux plantes. Donc, durant l'été, pendant la période de croissance, la chlorophylle est très présente. Ce qui fait que s'il y a d'autres pigments dans la plante, on ne va pas les voir parce que la chlorophylle est tellement intense, tellement présente qu'elle va cacher les autres pigments. Vers la fin de l'été, il y a un bouchon de liège qui se forme à la base de la feuille, puis ça va obstruer les nervures. Ce qu'on voit à l'écran, justement, c'est des nervures. Donc, ça va obstruer les nervures, ce qui fait que la sève ne pourra plus nourrir la feuille comme elle le faisait. Donc, la chlorophylle va diminuer. Les pigments qui étaient présents dans la feuille vont donc ressortir. Si les pigments c'était jaune, ben la feuille va être plus jaune et ainsi de suite. Donc, on va voir une autre image à l'écran. Donc là, on voit que c'est des feuilles qui sont plus jaunes. C'est quoi le pigment? C'est la caroténoïde. C'est un pigment jaune, rouge, brun, orange. Ça, c'est présent dans les feuilles même l'été. Elles sont seulement masquées par la chlorophylle. Ces pigments-là, ça vous dit peut-être quelque chose, caroténoïdes, c'est les pigments responsables de la couleur des carottes, du maïs, des jonquilles, du jaune d'œuf et des bananes. Ah bon? Donc, c'est ce qui fait. Là, ce qu'on voit en ce moment, c'est une feuille rouge. C'est un autre pigment, c'est l'anthocyane. C'est un pigment rouge ou pourpre. Ça, c'est les pigments responsables dans les mûres, les cerises, les raisins, les prunes et les bleuets. Donc, dans la nature, il y a beaucoup de choses là, qui se retrouvent autant dans un légume, on va le retrouver dans les feuilles. Donc, c'est un pigment assez efficace. Donc, on va voir d'autres images aussi de feuilles d'automne. Donc, c'est absolument magnifique ce que ça peut faire parce que vous avez vu, par exemple, un érable, les feuilles peuvent être de différentes couleurs. Donc, on va voir un autre exemple. Vous voyez toutes les teintes que ça peut prendre. Ben oui. Un fait intéressant aussi, c'est qu'en Amérique du Nord, pourquoi les feuilles deviennent rouges alors qu'en Europe, les arbres vont devenir plutôt jaunes? Parce que les Européens qui viennent ici là, sont assez fascinés par nos forêts multicolores. Pourquoi il y a une différence? Parce qu'eux aussi ont des arbres qui vont changer de couleur. C'est qu'en fait, le pigment rouge qui va donner la couleur rouge aux feuilles, c'est un insecticide. En faisant des recherches, c'est ce qu'on a découvert. Ah oui? Oui, c'est un insecticide qui va justement permettre de protéger contre certains insectes. Ce qui arrive en Europe, c'est que les mêmes insectes ont été éliminés durant l'ère glaciaire. Donc, les arbres n'ont pas eu à produire cet insecticide-là. Ce n'était pas nécessaire. C'est pour ça qu'ici, on a des arbres rouges. Donc, tu parles vraiment d'insecticides produits par l'arbre lui-même? Oui, le pigment rouge, c'est vraiment, en fait, c'est un pigment qui donne une couleur rouge, mais aussi qui sert d'insecticide. Ah, mais c'est... Donc, la nature est très bien faite.
Donc, alors en Europe, comme les fameux insectes ont été détruits durant l'ère glaciaire, bien, ça n'a pas été nécessaire de développer le même pigment rouge insecticide. Voilà une façon différente de voir le rouge maintenant dans nos forêts. Voilà. Et là, dans notre première tentative de tournage, on parlait justement que l'automne, je crois que c'est ta saison préférée. Hein? Oui, l'automne, moi j'adore. C'est ma fête et l'automne aussi. Là, je pense que ça a contribué à faire mon amour de l'automne. Okay. Puis il y a une fête aussi l'automne que j'aime bien, c'est l'Halloween. Ah bon? Puis justement, je voulais terminer avec des images. On a souvent des petites bêtes à la maison, donc ça c'est un chien, une espèce d'araignée. OK. Ah bon? En même temps, ça peut vous donner des idées de costumes pour votre animal de compagnie, là. Il y a des gens qui courent l'Halloween avec son animal de compagnie. Hein? Un lion. OK. C'est quand même, ça c'est des teintures faites exprès pour les animaux, mais il y a du travail là-dedans. OK. Ensuite? Ah bon? Donc c'est assez original. Ah, Hein? Ce qui me fait rire, c'est que la physionomie, l'anatomie du chien, elle donne vraiment. Ça, c'est bien pensé. C'est un chien, on dirait qu'il y en a deux, là, mais il fallait y penser. Ah. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ben oui. Oh! Alors, un petit clin d'œil Star Wars. à Star Wars. Ah bon? Ah! C'est bravo là, à celui qui a fait le costume là, à la main. C'est quelque chose. À la main? Oui. Les charges, généralement, ça coopère moins bien pour mettre des costumes, mais il y a quand même des gens qui ont réussi à... J'imagine qu'il a fallu se dépêcher à prendre la photo. C'est le truc avec un chat. Ah bon? Donc ici, ça va avec sa nature de félin. Une espèce de Daniel Boom, je ne suis pas certaine. Bon. Je suis pas certaine qu'il est très content, en fait, de son costume. Ah, Lady Gaga. Oui, exactement. Il n'est pas l'air très content non plus, je pense. Un des anciens professeurs d'école. Donc, il y a des gens qui prennent le temps de prendre des magnifiques photos quand même là, de leur animal de compagnie. Et on termine avec mon préféré, c'est un petit chat en chauve-souris. En Dracula. En Dracula. Alors, c'était mon petit clin d'œil à l'Halloween. Ça conclut la capsule divertissement pour cette semaine. Oui. Et la beauté de la chose, c'est que cette capsule revient la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, fidèles spectateurs de notre télévision communautaire, je vous remercie de m'accueillir une fois de plus chez vous. Le thème de la capsule d'aujourd'hui m'a été inspiré par un débat qui intéresse actuellement nos décideurs et par ce fait, l'ensemble des citoyens et citoyennes qui sont représentés. Je veux parler de nos infrastructures. Où en sont nos infrastructures collectives? Sont-elles aux soins palliatifs ou ont-elles simplement été euthanasiées? Chose certaine, même en n'étant pas au fait de l'actualité, on devra admettre que leur condition, pour certaines, peut être considérée en phase terminale ou tout au mieux dans un état d'incapacité à rencontrer les fonctions qui sont attendues et pour lesquelles elles ont été mises en place. Lorsqu'on parle de nos infrastructures, je veux dire les aéroports, les routes, les installations portuaires, les ferroviaires, les réseaux électriques, Internet, le système éducatif, médical et autres du même genre. Ma vision est large, dans la mesure où les infrastructures déterminent notre capacité à nous développer collectivement. Ces infrastructures, parfois privées, mais le plus souvent publiques, font partie de nos vies. Je laisserai de côté les services publics légers pour conserver celles qui sont actuellement les plus vulnérables à nos yeux de chaque jour. En effet, il est difficile de savoir avec précision l'état optimal d'un système, qu'il soit de santé ou d'éducation, d'électricité ou d'Internet, sans faire appel à des comparatifs et en termes de performance et de sécurité. Par contre, une voie ferrée, un quai, un aéroport, une route s'observent dans son état général et son usage. Sans être des experts, nous pouvons savoir
si les choses que nous voyons sont utiles et bien entretenues, comme effectivement nous sommes des bons pères de famille et que nous respectons nos propriétés. Un peu à l'image de nos propres résidences, on peut voir si nous avons entretenu ou négligé. Même chose pour les voitures, camions, scies mécaniques et autres objets qui nous sont si précieux et utiles et qui, tôt ou tard, devront être remplacés. Étrangement, la majeure partie des infrastructures qui déterminent notre propre développement ne nous appartient pas directement. Nous n'avons pas grand-chose à dire sur leur gestion ni leur usage. Nous ne sommes pas concernés par leur entretien ni leur remplacement, car ils voguent au-dessus de la durée de nos vies et de celle de nos élus qui les utilisent trop souvent comme promesse électorale lorsque cela convient. Il faut savoir, par exemple, que le mur de soutènement de la promenade de Percé a été construit pour une durée de vie utile de 40 ans, soit l'équivalent de 10 fois un terme d'élection ou presque 3 générations de citoyens. Et dans les conditions climatiques connues en 1971, ce qui a bien changé entre vous et moi depuis. Je disais donc que ces infrastructures dépassent notre durée d'intéressement, si bien qu'on les prend pour acquis comme si elles étaient éternelles. Les infrastructures sont des biens très patients, dans la mesure où là où elles sont implantées, elles habillent notre paysage et en font partie. Ainsi, la voie ferrée à Port-Daniel vient masquer la superbe vue sur la baie. On vit donc avec. C'est la même chose pour un quai comme celui de Chandler. Indispensable un jour, utile le lendemain et à se questionner dans le futur. Certains sont plus fragiles que d'autres, comme un aéroport ou une route, qu'on peut assez facilement déménager si on trouve un site plus adéquat. On l'a vu avec la déviation entre Cap d'Espoir et L'Anse-à-Beaufils, et on le verra encore plusieurs autres fois dans les prochaines années. Difficile de faire la même chose avec un port ou un quai. Ces équipements collectifs sont habituellement des ouvrages complexes en ingénierie, dotés de systèmes qui en assurent l'usage, l'entretien et la sécurité. De plus, au-delà de ce que nous voyons, elles comprennent des emprises et des servitudes immenses. Rappelons-nous l'aéroport de Mirabel, où les expropriés furent les véritables perdants du fait que jamais l'espace réservé fut utilisé et que l'aéroport est maintenant sous-utilisé. Enfin, ces infrastructures reposent sur des régimes légaux très complexes. On l'a vu avec la catastrophe du lac Mégantic, où les responsables se suivent, s'additionnent, s'empilent, si bien que Madame la mairesse avait beau se trouver au cœur des événements avec la première des visibilités, elle n'avait pas grand-chose à dire sur les voies ferrées, leurs propriétaires et leur usage. Nos infrastructures font partie normalement d'équipements d'importance stratégique nationale comme les phares, les satellites et la voie maritime du Saint-Laurent. Habituellement, il s'agit de biens immobiliers dont les coûts dépassent largement la capacité de payer pour des petites communautés comme les nôtres, de les acquérir et de les entretenir. D'autant plus que leur gestion repose sur des compétences assez spécialisées. De ce fait, et pour qu'elles durent le plus longtemps possible, elles sont confiées et dépendent des entités capables de les gérer et d'en assumer les frais d'opération payés par l'ensemble de la population. Le payeur de taxes de Regina peut très bien avoir payé une partie du port de Gaspé. Et probablement que nous avons contribué à la transcanadienne en Nouvelle-Écosse. Certes, nous sommes habitués à nos infrastructures et nous en bénéficions sans restriction, étant convaincus qu'elles nous appartiennent. Notre cri du cœur s'entend haut et fort lorsque l'annonce de leur mort clinique est programmée et proclamée. Nos émotions sont à vif et nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour les sauver, ou du moins en prolonger l'usage sans que pour autant en changer leur état physique, ni poser des questions sur leur utilité véritable. Nos décideurs réfléchissent trop souvent à court terme et essaient d'impressionner avec des arguments simplistes,
sans se donner la peine de connecter avec l'évolution de nos sociétés. Ils aiment à nous rendre dépendants de ce que nous avons, même si hors d'usage, et qu'ils le savent. Alors, je vous pose les questions suivantes. À quoi servirait d'avoir la fierté de posséder un ouvrage qui n'aurait plus son utilité pour l'ensemble de la collectivité si nous ne sommes incapables d'en assurer les coûts d'acquisition, d'entretien et de remplacement? Serait-ce responsable de prendre une décision payée par chacun de nous pendant des décennies et qui ne profiterait qu'à quelques-uns, tout en mobilisant des finances utiles probablement ailleurs? Peut-on confondre le privilège de l'usage et du droit de propriété? Je ne suis pas juriste, mais si je vous prête ma motoneige, je ne vous la donne pas. Et si vous l'utilisez, je demeure responsable en bout de ligne, surtout si vous la conduisez avec un verre dans le nez. Il faut admettre que certaines de nos infrastructures dans notre région ont atteint l'âge de la retraite ou sont carrément passées date, ayant rejoint la fin de leur cycle de vie utile. On peut être nostalgique ou opportuniste, mais il faut admettre que nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. Tout comme un vieux char qui commence à coûter plus cher à réparer qu'il ne vaut. Ces équipements ne valent même plus l'argent pour les garder en vie. Ils sont sous respirateur, perfusés, médicamentés à l'extrême, et on attend de les débrancher. Maintenant, leurs anciens propriétaires veulent nous les transmettre avec, en plus, une petite poignée de perles de verre, comme au bon vieux temps des échanges avec la France. Il aurait fallu y penser il y a 10 ou 15 ans, mais on a attendu. Mais on a attendu quoi au juste? Comme l'histoire du pont Champlain? De mettre la région à genoux en ne renouvelant pas des infrastructures qui jadis avaient été jugées indispensables aux activités économiques et à notre développement? Voilà bien un plan machiavélique s'il en est un. Nous y sommes donc, et ces infrastructures érigées trop souvent contre nature pourraient très bien avoir le temps de simplement retourner à la nature au rythme où les décisions se prennent et que l'environnement s'impose patiemment et inexorablement. Les administrations locales pourront dire ce qu'elles veulent et promettent d'arrêter la marée si elles le veulent. Elles n'ont plus les moyens et la crédibilité de sauver l'individu en pénalisant le groupe. Elles auront beau promettre de mettre en place la mécanique de l'utilisateur-payeur. Cela ne règle en rien les vrais coûts, ni présent ni l'après-infrastructure. Il s'agit d'un leurre consommé qui ne fait plus recette. Au fait, quelles seraient les infrastructures qui pourraient s'y prêter? Peut-être organiser un casino sur le quai de Saint-Georges. Attendons-nous à ce qu'on nous propose des partenariats privés-publics, ces fameux PPP, qui n'ont rien prouvé sinon que le secteur privé est subventionné à plus de 50% pour s'y associer par le fait des congés fiscaux, des redevances enlevées à l'État, les subventions, les garanties de prêts, les prêts sans intérêt et que sais-je encore. Il sera toujours facile à nos élus de faire avancer notre développement en privatisant les profits et en socialisant les déficits. On pelte le problème aux générations de demain. C'est facile quand on a 40 ans devant nous. Mesdames et messieurs, cette lente agonie de certaines de nos infrastructures nous invite à réfléchir à l'avenir que nous voulons pour nos jeunes. C'est une occasion unique que l'on ne reverra pas de sitôt, un peu comme le passage d'une comète à toutes les 40 années. Ce sont eux qui pourront en bénéficier et surtout les payer. Il s'agit d'une excellente occasion d'influencer la prise de décision pour moderniser nos installations et les rendre conformes à une vision du futur de notre Gaspésie et non à son passé, et même changer nos orientations s'il en est. Nous aimons bien les dinosaures, mais seulement au musée, à moins que la Gaspésie en vienne à s'appeler la Gaspésique Park. Il me semble qu'on a assez de cet excellent site qu'est Miguacha, non? Merci et à la prochaine.
Eh bien, mesdames, messieurs, c'est ce qui va conclure votre émission Reflet d'ici pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercialhotmail.com ou directement sur notre compte Facebook. Alors, je vous dis merci et à la semaine prochaine.